Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Fin du mercato hivernal, on revient sur les bonnes affaires du marché des transferts. On parle aussi du choc Liverpool City, de Man U Tottenham et de Fulham Everton dans la preview de la 25e journée. Il est, si j'ose le dire ainsi, notre aîné à Tempo, le grand frère de Tempo Foot Anglais. Alors est-ce que ça rime avec sagesse? Pour autant, ça je vous laisserai le dire par vous-même. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val, toujours là pour parler de Première Ligue, et oui, l'expérimenté l'hôtelier, celui qui a vu toutes les compilations du début des années 2000. Oh bah j'espère même d'avant, attends. C'est pas parce qu'on est quelques années avant aussi. Attention à ça. Sinon tu vas te faire engueuler. Bah, regarde, il t'attend au tournant, Val, tu le vois. Avec nous également, eh bien justement, tiens, le Benjamin de Tempo, ça tombe bien parce que c'est aussi le plus jeune de sa fratrie en plus. Mais ne vous fiez pas à ça, parce que quand il le veut, il peut se comporter en vieux ronchon. Enzo Maresca s'en souvient bien. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Bah ouais, le plus jeune, mais attention, hein, des fois dans les fratries, les plus petits, c'est les plus ténus. Hein, donc, Ah bah je n'en doute pas. Hein. attention. C'est pour ça que je te Non, présente. en plus je dis ça, mais je suis le plus calme, je suis le plus gentil. Moi. Ah ouais, ça se voit pas toujours sur Tempo, hein. Attention. on va te le rappeler, te le rappeler. T'inquiète pas que dans cet épisode, je saurai m'en souvenir. Preview de cette 25e journée, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau week-end de Première Ligue qui commence dès ce vendredi soir. Donc il faudra qu'on soit prêt pour ce vendredi soir avec un Leeds-Nottingham, match très important dans la course au maintien. Mais avant cela, avant de parler des enjeux de cette 25e journée, on va revenir sur le mercato. On a choisi de parler de 3 équipes parce que ce sont a priori les arrivées les plus intéressantes. On va commencer forcément par Manchester City quand même, avec 2 arrivées au compteur. Antoine Semenyo, Marc Guéhi, quasiment 100 millions d'euros déboursés dans ce mercato. Bon coup pour Man City. Val, je te vois opiner un peu. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que c'était les 2 joueurs qui étaient le plus désirés en Première Ligue, hein, Marc Guéhi et Antoine Semenyo. Et au final, les 2 arrivent à Manchester City, donc franchement, c'est un bon coup. En plus, bon, Semenyo, il arrive pour une belle petite somme d'argent, mais Marc Guéhi, il arrive pour une vingtaine de millions d'euros. C'est franchement un très beau coup comptable, hein, parce que Marc Guéhi, il en vaut quand même beaucoup plus. Cet été, il valait au moins le double, hein, mais là, comme le contrat arrivait à échéance dans 6 mois, ils ont réussi à faire en sorte que Crystal Palace le brade. Belle affaire, effectivement, pour City. Ouais, c'est ça. Donc, belle affaire. Pas une liste non plus de transferts très impressionnante. À part ces 2-là, il y a personne. Hein. Mais 2 joueurs très intéressants. Et au final, 2 belles pioches parce que Semenyo aussi, il peut dépanner de partout en attaque. On en avait parlé il y a quelques épisodes, mais à droite, à gauche, il a les 2 pieds, il s'est marqué. Marc Guéhi, ils en avaient plus que besoin, étant donné toutes les blessures en défense, notamment de Ruben Dias, de Guardiol, donc intelligent et 2 beaux coups pour City, donc tout bonus. Un départ quand même notable aussi du côté des Citizens, on en reparlera juste dans un instant. Le temps d'évoquer d'abord, on en a parlé un petit peu, Crystal Palace aussi, qui... Alors malgré le feuilleton Mateta, il va falloir voir aussi comment ça joue sur le moral et sur l'état de forme de Crystal Palace, qui n'était déjà pas super bon jusque-là. Mais malgré le feuilleton Mateta, c'est renforcé notamment devant. Ils en avaient besoin eux aussi, avec les arrivées de Brennan Johnson, d'Evan Guessant, de Jørgen Strand Larsen. Waouh, ça fait quand même... Alors, Brennan Johnson, c'est quand même déjà plutôt confirmé. Strand Larsen, même si cette saison... payer 50 millions pour un mec qui a marqué un but cette saison, évidemment, c'est pas génial, mais il a un plus haut plafond que ça. Evan Guessant, c'est aussi un dynamiteur. Hugo, Je mettrais plutôt... oui.
Ouais, Van Gassan, je l'avais trouvé plutôt bon déjà sur ce début de saison avec Villa. Après, là, c'était quand même plutôt bouché à Villa, hein, notamment avec depuis le retour en forme d'Oli Watkins. Mais ouais, offensivement, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Après, ils gardent Mateta, donc à voir, il va falloir gérer aussi les égos, les temps de jeu et tout ça. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Ce que je déplore un peu, c'est que sur le plan défensif, c'était déjà limite en termes de profondeur. On a en plus perdu Marguerite, là on a réussi à tirer personne et ça c'est un peu dommage parce qu'il aurait peut-être fallu un petit défenseur capable de s'intégrer dans ce système de défense à 3 d'Oliver Glasner parce que là ça commence à être un peu léger. Ouais, en tout cas, la mission maintient quand même embrassé à fond du côté offensif, moins du côté défensif, donc comme tu nous l'as rappelé, Hugo, parce que Crystal Palace n'est quand même pas encore sauvé. 29 points, c'est 9 de plus que le premier relégable, West Ham, mais West Ham qui s'est aussi bien renforcé et qui est déjà dans une meilleure forme quand même ces derniers temps. Les Hammers qui ont compté 4 arrivées cet hiver, celle de Tati Castellanos et Pablo en tout début de mercato, ils ont déjà joué quelques matchs. Le milieu offensif brésilien et le buteur Tati Castellanos, c'est arrivé de l'Italie, argentin, hein, Tati Ouais, Castellanos. Argentin arrivé de la Lazio. Et donc les arrivées aussi plus récentes d'Adama Traoré, qui s'est déjà fait remarquer pour avoir voulu chercher la bagarre avec Joao Pedro, et de Axel Disasi, justement, ancien de Chelsea. Je trouve que c'est pas mal ces renforcements à West Ham, notamment, on l'a vu sur les premiers matchs de Tati Castellanos et de Pablo. Devant, on a mis du poids dans l'axe, là où il y en avait peu jusqu'à maintenant. Parce que bon, Callum Wilson c'est bien, mais c'est quand même assez limité. Lucas Paqueta c'était pas super. Là, avec le départ de Paqueta, on a mis des joueurs assez costauds, en tout cas qui tiennent la baraque, et ça libère les ailes. On voit Jarrod Bowen, on voit Crysencio Somerville, d'ailleurs qui est nommé parmi les 8 meilleurs joueurs du mois en Première Ligue. On les voit plus, parce que maintenant, ils ne sont plus seuls devant. Ça permet de libérer les côtés. Je trouve que ce sont de bons ajustements du côté des Hammers qui peuvent permettre d'aller chercher le maintien. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ouais, l'arrivée Ouais, de typiquement. Disasi aussi. L'arrivée de Disasi aussi, je trouve en défense, c'est quand même un peu des points faibles. Enfin voilà, on a beaucoup mis en avant Alphonse Areola, mais parce qu'aussi il avait beaucoup de travail. Donc je pense que même si Disasi il a pas apporté pleine satisfaction à Chelsea, il peut clairement apporter un plus en qualité, je pense, quand même à West Ham. Parce qu'en plus, je pense qu'il aura un peu l'envie de montrer qu'il a quand même sa place en Première Ligue. On sait que c'était compliqué pour lui depuis le début, mais Chelsea, ça s'est vu sur les dernières saisons, c'est pas forcément un environnement facile pour se lancer. Donc ouais, c'est intéressant parce que c'est intéressant pour les deux, c'est intéressant pour West Ham et aussi pour Axel Disasi, comme je dis, qui a besoin de se relancer. Cette journée 25 qui va être cruciale pour West Ham notamment, parce que je vous parlais des 9 points d'écart avec Crystal Palace, mais le premier non relégable se situe à 6 points, et même les premiers, puisqu'il s'agit de Leeds et Nottingham, qui s'affrontent ce week-end, ce vendredi soir, tandis que West Ham ira à Burnley, 19e, une place derrière, donc vous l'avez compris, journée cruciale pour les équipes de bas de tableau. On en reviendra évidemment, on reviendra là-dessus, dans le débrief, pardon. West Ham peut se retrouver à 3 points du premier non relégable après cette journée. Alors, évidemment, il faut que tout s'aligne pour les Hammers, mais c'est loin d'être encore terminé cette course au maintien, alors qu'on avait peut-être déjà enterré les 3 dernières équipes plus tôt cette saison. Bon retour des Hammers. Dernier point sur le mercato. On a fait chacun le choix d'un transfert. C'est une petite idée de Hugo là, qui nous a proposé ça hier soir. Un transfert qui nous a intéressé, qu'on a trouvé sympa dans ce mercato hivernal dont on voulait parler davantage. On va commencer avec toi, Hugo. Alors, si j'entends parler d'Anderlecht dans les prochaines minutes, je pense que on est d'accord. Alors, nous ne savons pas, pour clarifier un petit peu, hier soir sur le groupe WhatsApp de Tempo, Hugo nous propose cette idée et nous dit voilà, choisissez un transfert chacun sans qu'on se donne le nom de ce transfert. Et je pense que Hugo va nous faire le coup du joueur qui arrive d'Anderlecht vers Sunderland, par exemple.
Ouais, je vais vous parler de Nilson Angulo, de l'Équatorien. Alors, j'aurais pu parler C'est de honteux. Carlos Vicente qui arrive d'Alaves à Birmingham, mais c'est de la Championship, même si c'est très intéressant sur ce que ça dit. Mais non, Nilson Angulo qui arrive d'Anderlecht pour 17 millions. Alors, c'est la taxe Première Ligue, hein, parce qu'il en vaut 7 officiellement, mais Oui, la mais taxe c'est la Première Ligue première fait ligue. que. Voilà. Donc, non, mais joueur assez intéressant avec Anderlecht qui est lié assez rapide, assez technique, capable de belles choses, qui avait peut-être un petit problème à la finition, mais qui, sur ces derniers mois, l'a pas mal soigné. C'était devenu un des leaders techniques d'Anderlecht. Donc ça fait évidemment mal au Mauve, mais je pense que pour Sunderland, c'est un bel ajout et c'est le genre de joueur qui peut bien s'intégrer. Je pense que c'est lié aussi, enfin, le départ d'Adingra est lié à l'arrivée de Nilson Angulo, qui va jouer aile gauche et qui franchement, ouais, a montré de belles choses en Belgique, international équatorien aussi, qui va jouer la Coupe du Monde. Donc il a quand même déjà emmagasiné pas mal d'expérience. Là, sur cette saison, c'est 22 matchs, 6 buts, 7 assists. Donc pour un ailier, c'est quand même des chiffres plus qu'honnêtes, sachant que Anderlecht n'est pas forcément l'équipe la plus en verve en ce moment en Belgique. Donc franchement, ouais, c'est un ailier intéressant qui était arrivé il y a quelques saisons, qui est arrivé en 2022 en Belgique, à Anderlecht, et qui depuis n'a fait que progresser. Et franchement, c'est mérité pour lui, parce que c'est une progression logique pour lui d'aller dans un des 5 championnats majeurs. Je pense que la première ligue, ça a peut-être été un peu dur au début, mais je pense qu'il a les capacités pour s'intégrer et c'est le genre de coup que Sunderland aime faire. Il nous l'a montré sur le mercato estival avec beaucoup d'arrivées qui ont marché. Pour l'instant, ils ont quand même beaucoup flairé les bons coups et je pense que c'en sera un de plus. C'est quasiment finalement un remplaçant poste pour poste, profil pour profil de Simon Adingra, non? Oui, je pense. Après, je pense que c'est plus l'arrivée d'Angulo qui pousse Adingra vers la sortie. On l'a dit, il n'a pas été très convaincant. Mais à voir. Enfin, je pense que voilà, il a pas porté satisfaction à Ndingra et sachant qu'il était pas forcément le titulaire, ils se sont dit que c'était autant aller lui chercher un remplaçant et lui trouver une porte de sortie. Et le remplaçant, je trouve que c'est Nilson Angulo. Je pense que Sunderland, ils ont les yeux braqués sur la Pro League belge. On sait que c'est une des grosses Toi manufactures de aussi. talent oui, bah, forcément. Mais on sait que c'est une des grosses manufactures de talent en Europe voilà, qui propulse beaucoup de joueurs vers le top 5 européen. Et là, encore une fois, c'est la preuve que les clubs belges savent bien travailler et propulser des joueurs un peu hors circuit vers le top 5. Notre scout de la Pro League belge nous a fait le récap. Suivez bien Nelson Angulo et ses performances dans les prochaines semaines. Et puis, on pourra suivre les prochains prospects qui viennent de Belgique. Valentin, ton transfert de cet hiver? Mais il est un peu moins jeune. Moi, c'est un vieux briscard qui revient en Ah, première ligue, quoi. bah tiens. Ouais, j'ai choisi Tammy Abraham. Oui, ok. Parce que voilà, donc ancien joueur de Chelsea, ancien joueur aussi qui a été prêté à Aston Villa déjà et qui revient à Aston Villa pour une vingtaine de millions d'euros, qui évoluait à Beşiktaş. Et je trouve ça assez intéressant de la part d'Aston Villa. Alors ça sera pas un titulaire sur le papier parce qu'il y a Oli Watkins quand même à la pointe de l'attaque. Mais c'est vrai qu'Oli Watkins, depuis le début de saison, il est quand même sur courant alternatif. Il n'est pas aussi efficace, pas aussi en vue qu'il y a 2 saisons. Donc des fois, c'est vrai qu'il peut manquer ce buteur un petit peu, enfin voilà, qui ramène des stats quoi pour Aston Villa, qui est capable de marquer et d'empiler les buts. Et typiquement, Tammy Abraham en sortie de banc, qui voilà, dans un rôle de super sub, qui joue 20 ou 10 minutes à la fin d'un match, il est capable de marquer des buts. Il a déjà très bien réussi, je l'ai dit, à Aston Villa. Il avait joué à Aston Villa quand ils étaient encore en Championship. Et ça a été quand même un des grands artisans de la montée, puisqu'il avait empilé quand même 26 buts en une saison en Championship. Donc voilà, en plus il revient dans un club qu'il connaît bien, qui lui a déjà réussi. Il a 28 ans, donc il est pas non plus trentenaire, il a encore des belles années devant lui. Donc je trouve ça plutôt intéressant, plutôt judicieux de la part d'Aston Villa. À voir si ça va marcher, mais ça peut leur permettre quand même de, de continuer, d'avoir une belle fin de saison et de continuer sur la même lancée que le début de saison. Et d'ailleurs, t'as mis Abraham qui était titulaire pour son premier match de championnat face à Brentford. Alors,
Aston Villa a perdu, mais Abraham a été plutôt bon devant. Il a même marqué un but qui a été refusé pour une balle sortie à l'autre bout du terrain en tout début d'action. Ça, jugez par vous-même cette action. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais Abraham a pesé quand même. Alors attention maintenant, est-ce que il va falloir gérer effectivement tout ce monde devant avec mine de rien Oli Watkins qui reste, même s'il est plus inconstant qu'il y a quelques saisons, il reste un buteur réputé en Première Ligue, donc attention à bien gérer ça. Monsieur, de mon côté, je vous parlais justement de Manchester City, un départ de Manchester City. J'ai choisi de vous parler d'Oscar Bob, qui a rejoint Fulham pour jusque juin 2031. Déjà, pour moi, c'est une bonne affaire. Il est arrivé pour 31 millions d'euros. Bon, c'est une somme astronomique, mais par rapport à ce qu'il en vaut réellement et par rapport à l'échelle des prix en Première Ligue, je trouve que c'est pas une mauvaise affaire, loin de là. Oscar Bob qui arrive, donc, enfin, l'ailier de Manchester City, l'ailier norvégien, donc qui signe pour Fulham, qui n'a pas joué la saison dernière quasiment à cause d'une fracture à la jambe, au pied. Qui n'a pas beaucoup joué cette saison, en manque de temps de jeu. Il y a tellement de concurrence dans cette équipe de Manchester City que c'est pas facile de se faire une place. Mais c'est un profil très intéressant, 22 ans, type d'ailier un peu virevoltant sur le côté droit, faux pied, qui va pour moi aussi incarner cette génération de Fulham, parce que ça montre aussi quand vous êtes Fulham que vous signez pour 5 ans un jeune potentiel comme celui-là. Je pense aussi que vous montrez les ambitions et de rester dans la partie haute du tableau de Première Ligue. Ce joueur, il avait quand même tapé dans l'œil de Pep Guardiola alors qu'il évoluait avec la réserve. Je pense que quand vous tapez dans l'œil de Pep Guardiola et qu'on vous surnomme même dans la presse le Messi norvégien, c'est que vous avez quand même du talent plein les pieds. Alors, il n'a pas encore explosé en Première Ligue, même s'il a fait déjà des sorties très intéressantes, notamment lors de sa première saison en 2023-2024 avec les Citizens. Mais je pense sincèrement que ça peut être un très bon ajout à Fulham, que ce soit en sortie de banc derrière Harry Wilson ou même en titulaire si jamais Wilson venait à jouer en soutien de l'attaquant, ce qui lui arrive de temps en temps, et Smith Rowe sortir du 11 pour laisser Oscar Bob sur le côté droit. Je suis assez intrigué de voir ce que ça va donner Oscar Bob à Fulham, mais j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée, et l'international norvégien très, très à l'aise avec le ballon. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. A priori, pour l'instant, il est blessé à l'ischio-jambier. Il est incertain pour le match contre Everton. On en parlera en fin de cette preview. Voilà pour le gros point transfert, messieurs. On va pouvoir passer à cette 25e journée de championnat. 3 matchs au programme à présenter. Le Liverpool City d'abord, parce que c'est le choc de cette 25e journée. Dimanche à 17h30, ce sera le dernier match de la journée, puisque ça jouera la semaine dès mardi ou mercredi. À l'aller, Liverpool avait pris l'eau, messieurs, souvenez-vous, battu 3-0 à l'Etihad Stadium. La dynamique était vraiment opposée à cette période-là. C'était début novembre. Là, maintenant, on a deux équipes dans des formes à peu près similaires. Pas la pleine confiance, mais en même temps, ça va mieux quand même, Hugo. Ouais, ça va surtout mieux pour Liverpool et ça va un peu moins bien pour Man City. Donc ouais, c'est deux équipes qui sont du coup assez proches. Je pense que les deux équipes ont connu aussi des problèmes de blessures, notamment dans leur défense. Même si du côté de Liverpool, on commence à retrouver la confiance, mais il va falloir voir comment Man City va gérer ce match. Parce que Florian Wirtz semble enfin avoir retrouvé ses repères en Première Ligue. Hugo Ekitike est j'ai envie de dire, il est en pleine forme, comme presque depuis tout le début de saison. Il a eu un petit passage à vide, mais là, il a à nouveau retrouvé toute sa confiance. Donc, ouais, attention, quand même, match piège pour les Citizens qui seraient mal inspirés d'aller perdre des points. Mais dans un autre sens, on se dit que aller jouer à Anfield maintenant, c'est plus la même chose qu'il y a quelques mois. Donc, ouais, c'est un match qui s'annonce quand même assez électrique, je pense, dans l'ambiance, parce que comme tu dis, c'est deux équipes qui maintenant du coup sont rapprochées parce que Liverpool remonte et parce que Man City a un peu baissé de rythme.
Donc voilà, Liverpool, une victoire, ça les rapprocherait quand même à 4 points de Man City. Donc ce serait quand même très intéressant pour eux dans la course à l'Europe. On sait que pour le titre, pour Liverpool, ça va être compliqué. Mais voilà, pour eux, une Ouais, victoire même serait hyper impossible. importante. Et pour City, une défaite, je pense, sonnerait quasiment le glas sur le titre de Première Ligue cette saison. Après, attention, Arsenal quand même au faux pas. Mais normalement, ouais, victoire obligatoire, j'ai envie de dire pour les deux. Et c'est ça qui va faire que le match va être très intéressant. Ce sont les deux équipes qui ont quand même dominé la première ligue quasiment sur pas les 10 dernières années, mais pas loin, si, peut-être même les 10 dernières années. Là, aujourd'hui, elles se retrouvent dans une confrontation où aucune des deux n'est au sommet de son art. Mais effectivement, on va avoir le choc espéré, je pense, hein, sur la pelouse. J'ai hâte de voir comment Anfield va bouillonner ce dimanche soir. En revanche, tiens, on parlait des formes à peu près similaires avec deux équipes qui sont pas dans la meilleure passe, voilà, mais qui sont quand même un peu plus en confiance ces dernières semaines, en tout cas vraiment se passer proche. Mais on a deux dynamiques, cette fois complètement opposées entre les deux numéros 9. Erling Haaland d'un côté, à Manchester City, Hugo Ekitike de l'autre, à Liverpool, Valentin. Complètement. Qui dit grand match dit grand joueur, qui dit grand buteur aussi. Mais c'est vrai que du côté d'Erling Haaland, il a plus marqué quand même en première ligue dans le jeu depuis plus de 8 matchs. C'était en décembre, hein, face à West Ham, donc Ouais, un ça seul remonte quand même. penalty depuis début 2026. Ouais, c'est ça contre Brighton, mais ça reste très pauvre et c'est vrai que c'est loin des standards habituels quand même du Norvégien, dont il nous a habitués quand même ces dernières saisons. Et puis de l'autre côté, Hugo Ekitike qui marche sur l'eau en ce moment. Alors depuis le début de la saison, après j'ai envie de dire, mais qui reste sur un doublé contre Newcastle et qui porte cette équipe de Liverpool, qui les met directement sur deux murailles. Donc ça va être très intéressant. C'est un match dans le match comme on l'aime l'appeler. Et ça va aussi conditionner, je dirais, en partie le vainqueur, forcément, parce que celui qui va remporter ce duel d'attaquants va aussi avoir un grand impact sur le match et sur le déroulé et sur le résultat. Donc ça va être très intéressant. Ça peut être aussi l'occasion rêvée, hein, d'Erling Haaland pour sonner un petit peu le réveil, même s'il s'est pas réellement endormi, mais pour remettre les pendules à l'heure et pour enfin marquer dans cette année en première ligue dans le jeu, chose qu'il n'a pas faite. Et puis ça peut aussi contribuer à bâtir un petit début de légende Ah, non, mais carrément. en tout cas, non, oui, il faut pas s'emballer, mais en tout cas, à poursuivre cette saison quand même fantastique d'Ekitike et l'amener vers encore plus haut. Donc je suis très impatient de voir ce duel de buteurs sur deux dynamiques complètement différentes, comme tu l'as dit. Et je dirais pas honte au vaincu, mais c'est sûr que celui qui en sortira gagnant mettra quand même son équipe dans de bonnes dispositions. C'était son moins bon match de la saison à Hugo Ekitike, puisque d'habitude on dit quand il est titulaire, il pèse sur le jeu. Face à Manchester City en début de saison, il n'avait pas trouvé ses marques. Peut-être aussi là, dans une meilleure forme, c'est leur aussi une sorte de rédemption. Bon, rédemption, le terme est fort, mais on se comprend. Voilà, il peut montrer aussi il a déjà montré que face aux grosses équipes, il répondait présent. Reste à le faire face à Man City, avec en plus une charnière qui n'est du coup pas du tout la même que celle de l'aller. Liée Une aux raide nombreuses... ambition Une en raid plus. Tu option, fais ah des blagues. oui. Alors celle-ci, elle est fantastique. Ah bah, on la garde pour le bêtisier de fin d'année. Euh, alors, il y a une charnière quand même bien différente, avec des blessures, beaucoup de blessures, notamment des deux côtés, et notamment en défense. Mais pas seulement, Hugo. Ouais, bah, pas mal de blessures. Bah, des deux côtés, hein. On a déjà parlé des défenses. Je pense, si on commence du côté de Man City, comme tu disais, la charnière, on va dire titulaire, hein, est absente avec les absences de Gvardiol, de Stones et de Ruben Dias, qui sont pas encore sur le retour. Il y a aussi les absences de Kovacic et Savigno dans le milieu de terrain, et surtout aussi l'absence de Jérémy Doku, qui était l'homme du match à l'aller, qui faisait quand même en tout cas
sur les 3-4 premiers mois de la première ligue qui étaient quand même assez exceptionnels. Qui là, je pense, les quelques mauvais matchs de City sont peut-être pas étrangers aussi à son absence, notamment sur l'impact offensif. On l'a vu, il s'est vraiment réglé, il a vraiment commencé devenir très efficace cette saison. Il y a aussi Bernardo Silva, on avait parlé de son dernier match face à Tottenham. Alors il y avait eu ce match nul, mais Bernardo Silva avait été plutôt bon. Là, il Ouais, est impliqué sur les incertain, deux donc buts. à voir c'est ça, impliqué sur les deux buts. Et là, il est incertain, donc on verra s'il sera sur la feuille de match ou non. Mais ouais, du côté de City, bon, on l'a aussi dit dans le mercato, Marguerite, il est arrivé parce qu'il y a justement beaucoup de blessures. Et du côté de Liverpool, bah, on a retrouvé Ibrahima Konaté, hein, ça fait beaucoup de bien. Lui, il n'était pas blessé, on sait que c'était pour raison personnelle avec le décès de son père. Mais ça fait beaucoup de bien à Liverpool de le retrouver, même parce qu'il manque encore Joe Gomez, Jeremy Frimpong qui est à nouveau blessé. Aussi Giovanni Leoni, on l'avait déjà évoqué, hein, lui, c'est pour toute la saison. Devant, heureusement que Hugo Ekitike a trouvé sa forme, parce qu'Isaac, on le sait, ce sera pour toute la saison aussi. Il manquera aussi Connor Bradley. Ça fait Et beaucoup, Stefan hein. Bajcetic, qui est un jeune joueur, ça fait aussi beaucoup. On sait que on avait déjà évoqué en début de saison que la profondeur de banc à Liverpool pouvait être inquiétante. Et en plus, avec toutes ces blessures, c'est compliqué. Donc, il faut que tout le monde soit au maximum. Et bah, après, la feuille de match reste, voilà, ça reste très compétitif pour Liverpool. Mais comme on dit, faut pas que tout le monde passe à côté de son match, quoi. Là, il faut que tout le monde soit performant, tu nous disais. On n'en a pas parlé, mais c'est l'occasion aussi peut-être de revoir un Mo Salah, parce que depuis son retour de la CAN, on n'a toujours pas retrouvé le Mo Salah qui a fait briller Liverpool. C'est non pas que la dernière saison qui a fait briller Liverpool pendant 5, 6, 7 saisons de suite. Euh, c'est un match là où il doit jouer un premier rôle, Mohamed Salah, où il doit. Est-ce qu'il peut retrouver de sa splendeur sur un match aussi important, Mohamed Salah? Oui, bah, complètement. Je pense que Salah, c'est le genre de match où on l'attend. Alors, depuis le début de saison, c'est plus grand Mo Salah, mais est-ce que c'est le match idéal pour se relancer? Dans les faits, non, parce qu'il aura quand même un adversaire de taille devant lui. Mais c'est aussi dans ce genre de match où on peut voir des joueurs On de l'attend. grande classe se réveiller. Donc oui, on l'attend, surtout que, comme l'a dit Hugo, il y a quand même des blessés, donc ce qui fait qu'il est titulaire indéboulonnable. Encore, on l'avait mis sur le banc des fois en décembre, mais là, je veux dire, il n'y a pas le choix. Il sera titulaire, il va falloir qu'il soit bon, parce que les 11 joueurs devront être bons. Donc bien sûr qu'il sera attendu. En plus, c'est à domicile, à Anfield. On ne sait pas quel est son avenir aussi. Voilà, est-ce qu'il va partir cet été? C'est probable. Donc c'est peut-être aussi le dernier match qu'il joue face à City. Et quand on se Tu nous teases remémorera comme quand même ça, toi. Mohamed Salah à Liverpool, les matchs Liverpool et City sous l'ère Salah, c'était quand même quelque chose. Donc oui, forcément, il est attendu. Et ça ferait plaisir, honnêtement, de le voir briller à nouveau. Franchement, sans être supporter de l'une ou de l'autre équipe, ça ferait plaisir de voir ça là à son meilleur niveau. Bon, on Bah, espère. en plus, Oui. en plus, avec Wirtz et Ekitike qui sont à ses côtés, qui eux, pour l'instant, sont en pleine forme, Et ça Gakpo. pourrait vraiment. Et Gakpo, qui lui est pas mal aussi, ça ferait vraiment des étincelles de retrouver un Mohamed Salah de très haut niveau, parce que si on avait un quatuor offensif où ils sont tous à 100%, ce serait quand même assez exceptionnel. Ce serait rouleau compresseur parce que, messieurs, alors il y a eu le carton à Karabakh entre temps, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu notamment le dernier succès à Newcastle 4-1. Liverpool, c'est 16 buts sur les 5 derniers matchs. Donc imaginez rajouter un Mohamed Salah en pleine forme là-dedans. Bon courage pour les défenses adverses et notamment la défense de City qu'on a dit assez décimée. Mais on n'en est pas là évidemment et on se souvient du match aller. Ça peut tourner dans l'autre sens très facilement. Autre choc entre deux équipes quand même mythiques de ce 21e siècle en Première Ligue. Manchester United reçoit Tottenham samedi à 13h30. Cette fois, ce sera le premier match du samedi, le deuxième après celui de ce vendredi soir. C'est le remake de la finale de la dernière Ligue Europa. Ça nous donne souvent des scénarios quand même sympas, notamment en Première Ligue. Souvenez-vous de ce match aller entre Tottenham et United à Tottenham. Richarlison qui marque le but du 2-1 à la 91e, qui enlève son maillot, qui célèbre, et puis finalement De Ligt qui égalise à la 96e, 2 buts partout. Alors, on a envie aussi d'avoir un scénario fou, évidemment, mais
Attention, parce que là, du côté des Spurs, ça tire la langue. Tottenham qui sort certes d'une grosse perf contre City, de partout, là aussi, mais qui n'a pas gagné en championnat depuis le 28 décembre. C'était à Crystal Palace 1-0. C'est assez faible en ce moment, Valentin, hein. Ouais, du côté de Tottenham, c'est clair que c'est assez préoccupant. Ils ont du mal cette saison. Ils sont Comme la saison englués dernière. au milieu de classement, En comme la bas, en saison bas de dernière. classement même, là, hein. Oui, oui, après, ça reste. Enfin, étant donné que le milieu de classement est ultra resserré, en quelques points, ça peut tourner d'un côté du classement ou de l'autre. Mais en tout cas, enfin, ça semble déjà presque quasiment impossible de jouer l'Europe pour Tottenham. Ouais. Et je pense que c'est même pas Et ça, c'est quand leur même préoccupant. préoccupation, hein. Oui, 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 c'est même plutôt d'assurer le maintien, et c'est une chose qui est loin d'être acquise pour l'instant, c'est clair. Mais voilà, je veux dire, dans l'ambition début de saison, si on disait que Tottenham n'était pas européen, c'était déjà un échec. Et là, bah, on est le 6 février, et c'est déjà fichu pour le maintien. Pour Pour l'Europe, l'Europe, ouais. pardon. Et oui, donc c'est compliqué pour Tottenham, même si la performance quand même de la semaine dernière face à City était quand même plutôt prometteuse, avec un retour de Solanké qui était plutôt en forme quand même, Ouais. qui a permis aux Spurs d'arracher le match nul. Donc voilà, il y a quand même des petits motifs d'espoir, mais ça reste sur le dernier match. C'est pas une dynamique qui est installée. Et de l'autre côté, bah, Manchester United, Michael Carrick, depuis sa nomination, c'est trois matchs en première ligue, 3 victoires, face à City, face à Arsenal et face à Fulham. Donc là, c'est clair que c'est deux trajectoires complètement opposées. Mais voilà, Hugo aime tant le rappeler. C'est vrai que Tottenham adore embêter les équipes de Manchester, que ce soit Manchester United ou Manchester City. Donc, euh, donc ça peut nous promettre quand même un match plutôt alléchant. Je pense qu'il y aura du spectacle. Il y a souvent des buts. Tu as parlé du match aller, Antoine. C'est vrai. Voilà, scénario fou. On n'est pas à l'abri d'un nouveau scénario un peu incroyable. Donc un match à suivre assurément, même si sur le papier, c'est deux équipes aux trajectoires opposées. Pour corroborer vos propos, messieurs, sachez que les Spurs n'ont pas perdu sur les 8 derniers matchs contre Manchester United. C'est 5 victoires et 3 nuls contre United sur les 8 derniers matchs. C'est énorme quand même, ce bilan en faveur des Spurs. Alors, bah, je vais te poser, tiens, la question, Hugo, justement. Est-ce que Tottenham peut mettre fin à cette belle série de 3 victoires consécutives de Man U, sous l'ère Michael Carrick, il a infligé son premier revers ou sa première contre-performance à Man U? Ouais, c'est vrai que la dernière victoire de Manu contre Tottenham, elle remonte à 2022, ça semble abyssal Oh oui. comme période d'invincibilité pour les Spurs. Et je pense que Tottenham a cette faculté, peu importe dans la situation où ils sont, quand c'est un gros match, ça redevient une grosse équipe. On l'a vu contre City, enfin ça arrive, c'est quand même assez régulier de voir Tottenham aller embêter les gros, même quand eux sont pas au top. Donc pourquoi pas, ils ont un jeu aussi qui peut leur permettre, je pense, d'embêter Manu. On sait que enfin voilà, ils sont quand même assez rugueux dans le milieu de terrain, sur la défense, et ça peut embêter cette équipe assez virevoltante d'ailleurs de Manu. On a vu qu'il jouait beaucoup en transition, qui joue beaucoup sur sa vitesse et tout ça. Et est-ce que j'ai envie de dire presque les bagarreurs de Tottenham vont pouvoir faire la différence? Les Palinha, les Romero, même Van de Ven, Van de Ven est les... incertain, hein. On ne sait pas Ah, encore Van s'il de Ven sera est là. incertain, oui, c'est Mais vrai qu'on sait Romero pas encore s'il tiendra sera de sa retour. place. Ouais. Mais voilà, mais on sait que c'est des joueurs assez costauds qui peuvent tenir la défense, et on l'a vu face à City, il leur faut pas grand-chose parfois pour frapper, pour aller marquer. On a vu que Xavi Simons commençait à vraiment trouver ses marques en première ligue aussi, donc attention quand même du côté de Manu à pas prendre ce match à la légère. Parce que je pense que oui, les statistiques sont pas enfin sur cette saison, les statistiques sont pas en faveur de Tottenham. On l'a dit, là, ils traversent une période très compliquée, mais je pense qu'ils peuvent se relancer quand même. On a l'impression qu'ils ont quand même refait le plein de confiance avec l'arrivée, avec ce match contre City, et surtout on a l'impression que les retours, notamment de Solanke, font beaucoup de bien. Ça amène un peu de sang frais. On l'a dit, Richarlison qui avait marqué à l'aller, lui, il est toujours absent. Donc le retour de Solanke fait beaucoup de bien pour amener justement aussi
cette expérience de la Première Ligue et des gros matchs de Première Ligue. Et beaucoup, ouais, Et beaucoup. Gallagher aussi, Ouais, Gallagher une aussi. très bonne recrue hein, du côté de Tottenham. Et puis, c'est vrai que Tottenham en Ligue des Champions, ils sont dans le top 8, ils sont qualifiés directement. Donc, ça vient aussi contrebalancer. Enfin, c'est pas qu'une impression, ce mauvais bilan en Première Ligue. En Ligue des Champions, ça tourne bien pour Tottenham face à des grandes équipes, notamment contre Dortmund. Donc, ils sont capables aussi de grands coups. Ouais, et malgré tout, beaucoup de joueurs blessés du côté des Spurs, hein, tu le rappelais Hugo. En plus des joueurs majeurs. Tiens, une blessure qui s'est rajoutée du côté de Manchester United, et pas des moindres, c'est Patrick Dorgu, qui est nommé aussi parmi les meilleurs joueurs du mois de janvier à Man U, et donc qui devra s'absenter des terrains jusqu'à la mi-avril, a priori. Une grosse perte, oui Hugo. C'est vrai que j'ai la liste des blessés à Tottenham. On peut presque faire 2 équipes. Hein. Ah bah, et puis surtout, quelles équipes? Parce que ce sont des joueurs Ouais, qui c'est sont ça. titulaires dans presque toutes les équipes de PL, quoi. Donc, Ouais, non, c'est assez c'est compliqué. C'est récurrent, surtout à Tottenham, les problèmes de blessure. Il faudrait peut-être une petite remise en question Faut du changer côté le des kiné. Spurs. Allez hop, Ouais. ah bah, il y a super. quelque chose, je Sympa le pour sens. le kiné de Tottenham. Génial. Bon, messieurs, du côté de Man U, en tout cas, on l'a dit, une 4e victoire de suite, ce serait déjà une première pour Carrick, hein, puisque c'est sur ses 4 premiers matchs. Mais surtout, ce n'était pas arrivé sous l'ère Ruben Amorim en un an et demi. Ça montrerait l'ampleur l'incroyable début de Michael Carrick à Man U, même s'il faut pas s'emballer trop vite, évidemment. Et ça passe aussi par un bon Benjamin Sesko, le buteur slovène, qui a marqué 5 buts cette saison, dont 4 pendant le mois de janvier, Valentin. Oui, il est en très grande forme. Pourtant, le changement d'entraîneur entre Amorim et Carrick ne l'avantage pas, parce que il est définitivement relégué au banc quand même. Voilà, Michael Carrick préfère faire jouer Mbeumo en pointe. Il aime bien aussi avoir Cunha en tant que titulaire parce qu'il est dans une forme étincelante. Donc au final, Sesko en paye le prix. Mais est-ce que ça l'a libéré? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, il est en Sesko très is the new grande Gonzalo forme. Ramos. Non? Ah ouais. Il sort du banc. Waouh. Il a pas du tout validé la comparaison. Je me dis non, rentre chez toi avec ta comparaison. Moi, je valide si jamais, mais. Non, mais. Pardon, Je suis Valentin, un petit pardon. peu dur, en fait, c'est pour ça. Non, excuse-moi. Non. Non, je la valide quand même. Et non, mais puis oui, en sortie de banc, il est très fort parce que il a marqué le but de la victoire en plus contre Fulham le week-end dernier à la 90e plus 4 dans le temps additionnel. Donc ça passe par un grand Sesko. Mbeumo, il est très performant, donc voilà, en tant que titulaire, il y a pour l'instant pas trop de débat, mais si Sesko continue de convaincre en sortie de banc comme ça, c'est sûr que, en tout cas, il y a de la concurrence à Manchester United au poste de buteur et d'avant-centre, et ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors est-ce que c'est l'effet Carrick qui a amené aussi de l'émulation dans le groupe? Est-ce que c'est que voilà, Sesko c'est quand même un des plus grands transferts de Manchester United quand même à l'été dernier. Il a été blessé aussi entre novembre, décembre, donc il a pas pu non plus prendre beaucoup de rythme et beaucoup d'automatisme dans cette équipe. Mais là, ça revient bien et c'est plutôt prometteur. Et d'avoir autant de joueurs comme ça qui sont capables de marquer et qui sont en très grande forme, c'est que du plus pour Manchester United. Et ils en auront besoin parce que je veux dire, Mbeumo aussi, il enchaîne beaucoup, il a joué la CAN. Est-ce qu'à un moment donné aussi, en fin de saison, il va peut-être être sur les rotules. Donc Mais ils ça ont pas passera l'Europe, par hein. un grand Sesko Ils ont plus de coupe. Oui, c'est vrai qu'ils ont plus de coupe. Donc l'un dans Mais- l'autre, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un vrai c'est avant-centre, peut-être un Mbeumo? argument supplémentaire. Hein. Est-ce que c'est un vrai avant-centre, Bryan Mbeumo? Ça Est-ce qu'on l'a- le préfère quand même pas sur l'aile Parce que si on avait finalement un Sesco en forme avec derrière lui Bruno Fernandes, Mbeumo et Amad Diallo, ce serait avec mais Cunha en Cunha. sortie de banc, ce serait. Et- Oui, bah au bout d'un moment, il faut faire des choix. Le choix a mais été fait de mettre pour l'instant non, Sesko mais sur quand le banc. même,
Sur Sesco, c'est quand même, enfin, notamment son but contre Fulham, on a vu les gestes qui étaient, il est quand même magnifique ce but avec une vraie frappe d'avant-centre. On a vu les gestes qu'il était capable de faire à Leipzig en Bundesliga. On sait que c'est pas toujours facile de s'adapter à la Première Ligue quand on vient d'un autre championnat, notamment de la Bundesliga. On sait que voilà, on parle souvent de Bundesliga tax sur les buts, mais moi je pense que les stats de Sesco en Bundesliga, elles n'étaient pas du tout galvaudées par ça. Je pense que à terme, ça deviendra, on en parlera plus comme un des bons coups. Faut rappeler comme qu'il est très jeune. Il a 21 ans, il me semble, Benjamin Sesko. Et je pense que techniquement, en tout cas, il a les qualités pour devenir un des meilleurs avant-centres de première ligue. On l'a vu sur cette frappe. Dans son jeu de tête, il est aussi très bon. Il me semble que c'est aussi contre Fulham où il va écraser sa tête contre le poteau, mais où il était quand même pas loin aussi de marquer. Et moi, je pense que ouais, il a pris ses 6 mois d'adaptation entre guillemets, et que là, il commence vraiment à trouver ses marques en première ligue et ça peut devenir très dangereux. On l'a vu. Enfin voilà, pour moi c'était plus un coup pour l'avenir de prendre Sesco. C'était assez sûr que ça marcherait pas directement. Mais je pense que là, ouais, il peut faire une fin de saison assez exceptionnelle. 22 ans, Benjamin Sesko, le Ouais, buteur de 22 ans. Manchester United, qui a donc délivré les Red Devils contre Fulham. Et bien justement, finissons cette preview en allant prendre des nouvelles des Cottagers qui recevront Everton samedi à 16h. C'est une bataille de cœur de tableau entre deux équipes dans la même situation, embarquées dans la course à l'Europe sans trop le dire. Enfin voilà, on est là en embuscade. Alors, justement, est-ce que c'est pas le genre de match où on a peur, Hugo, je te pose cette question, où on a peur de gagner en quelque sorte parce que il y a de l'enjeu, il y a le truc de distancer un concurrent, au moins très légèrement. Est-ce qu'on n'a pas peur de gagner ce genre de match de milieu de tableau? Ouais, ça peut sentir le 0-0, hein. Ça peut, ça Oh peut voilà, sentir super. ça peut sentir le match mais non, mais on n'espère pas, parce qu'on a quand même deux belles équipes qui en plus jouent assez bien récemment. Par phase pour certaines, mais assez bien quand même. Et je pense que ça peut faire un bel affrontement, notamment voilà parce que c'est deux équipes qui peuvent se regarder dans les yeux, voilà, d'à peu près du même niveau, à même hauteur. Mais ouais, attention quand même voilà, à pas vouloir se livrer parce que je pense que voilà, les deux équipes sont à égalité. C'est un match important et ce serait presque pas étonnant, j'ai envie de dire, si aucune des deux équipes n'aurait envie de se livrer à 100% par peur de perdre un match important. Mais j'espère que non. J'espère quand même que du côté d'Everton et de Fulham, on va vouloir jouer ce match à fond. Et je pense que les deux équipes ont les capacités de gagner de ce match. Donc ce sera quand même un affrontement très intéressant pour moi. Deux équipes à la 9e et à la 10e place du championnat, avec 34 points chacune, avec la même différence de but, -1. Donc c'est vraiment un choc entre deux équipes à la situation similaire. Valentin, on a parlé pas mal de Fulham ces derniers temps, notamment avant le match contre Man U. Harry Wilson a été nommé lui aussi parmi les 8 potentiels meilleurs joueurs du mois de janvier. L'arrivée d'Oscar Bob, qui ne sera peut-être pas présent contre Everton, mais qui renforce cette idée d'aller chercher quand même l'Europe. Côté Everton, un joueur qui va mieux, c'est le français Tierno Barry. 4 buts sur ses 6 derniers matchs de PL et sur ses 5 buts cette saison. Ouais, pour ton plus grand bonheur, Antoine, c'est sûr que Tierno Barry est de retour en forme. C'est vrai que c'est assez fou parce que, bon, le début de saison, pour un buteur, il est arrivé pour 32 millions de Villarreal cet été. Il marquait pas énormément, en tout cas moins que ce qu'on pouvait espérer. Et il disposait quand même d'une grande cote de popularité hein, chez les fans d'Everton. Je pense qu'Antoine, tu peux en attester. C'est vrai. Et, ouais. Et voilà, il y a beaucoup d'espoir. C'est vrai qu'il est encore très jeune, Tierno Barry. Euh, il s'inspire des plus grands, en plus du côté d'Everton. On sait qu'il est fan de Lukaku. Il y en a qui espèrent en tout cas voir en lui un futur successeur. Bon, Il va falloir il se reste beaucoup de développer, chemin. s'étoffer physiquement. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'attitude, c'est vrai qu'il est généreux. Je veux dire, il fait quand même beaucoup de courses. C'est un dur au mal, c'est un combattant, Tierno Barry. Et il y a quand même des motifs parce que c'est vrai qu'il est sur, comme tu l'as rappelé, il est sur une bonne période. Et puis généralement, en fait, dans ses anciens transferts, c'est vrai qu'il mettait quand même généralement 5-6 mois à s'adapter. Je pense à Sochaux, à Villarreal aussi, où il avait mis quand même pas mal de temps à s'adapter. Il était passé par Bâle aussi.
Et en tout cas, ouais, il y a quand même des motifs d'espoir pour Tierno Barry. C'est vrai qu'Everton en aurait bien besoin parce que c'est vrai qu'on parlait de Lukaku, mais depuis le Belge, il n'y a pas vraiment d'avant-centre qui a été convaincant, j'ai envie de dire, à Everton. Bon, Richarlison, un passage contrasté. Oh non, Euh, tu peux pas dire Quand ça, tu même, peux quand pas dire même. ça. non, 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 tu peux pas dire ça. C'est quand même. peut-être pas à la hauteur des attentes, en tout cas. Richarlison, on l'attendait quand même plus haut, non? Ouah, il a délivré Everton quand Il même tourne à un combien de nombre buts par saison? incalculable de fois. Non, mais c'est comme si. Enfin, je veux dire, il était là toujours dans les moments clutch, Richarlison. Non, là, t'es dur. Là, je te trouve très dur quand même. Là, je suis dur. Bah voilà, là, c'est mon côté teigneux qui ressort. Voilà. Tu, Ah ouais, on bah, dit plus que que je le ça. soulignerai. Non, mais c'est vrai. Après, voilà, Tierno Barry, c'est un pari pour l'avenir aussi. Donc, je veux dire, si c'est un peu le même pari que Sesco, peut-être à Manchester United. C'est vrai que le début de saison, qui soit un petit peu moins bon, on pouvait s'y attendre. Mais là, ça devrait se débloquer sur la suite de la saison. Et ça peut être quand même très important pour Everton, qui reste en lice peut-être pour arracher un dernier ticket européen. Ça semble compliqué, mais c'est toujours possible. Et ça passera par un grand Tcherno Barry. Donc voilà, en plus il est né à Lyon, je suis obligé de le Ah, rajouter. putain, ça m'aurait Donc c'est un étonné. petit motif d'espoir supplémentaire. Ah, ça m'aurait étonné, tiens. Tierno Barry, tiens, tu parlais de son côté généreux dans l'effort. Il fait partie des attaquants de première ligue qui gagnent le plus de duels aériens, notamment. Il fait partie des. Voilà, en statistique, vous savez, comparé aux autres postes, voilà, il gagne des duels aériens plus que 96% des autres joueurs en première ligue. Il est excellent pour aller peser sur la défense adverse et venir jouer des coudes. 103 duels remportés depuis le début de saison, c'est quand même énorme. Ouais. 88 de la tête notamment. C'est une stat énorme qui montre que même s'il ne marque pas des buts, c'est ça aussi qui garantit sa cote de popularité. Oui, Hugo. Bah, on parle de cette envie, on parlait des courses en ballon, si avant, voilà, des duels gagnés. Je pense que son parcours, il parle pour lui aussi. C'est pas un joueur qui est passé par les centres de formation classiques, voilà, qui a eu une ascension entre guillemets facile. Beaucoup de clubs en amateur avant d'arriver à Sochaux, puis de Sochaux. Il est passé par Beveren en Belgique, où il a quand même mis 20 buts en 33 matchs en deuxième division. Enfin voilà, et en fait, partout où il est passé, il a impressionné. 20 buts en 40 matchs à balle, 11 buts sur une saison avec Villarreal en 37 matchs. Donc, et voilà, il est allé step by step, voilà, de la Belgique, la Suisse, l'Espagne, puis maintenant la Première Ligue. Donc je pense que son parcours l'aide aussi dans le sens où je pense que c'est un joueur qui a jamais rien lâché, qui a pas eu que des clubs faciles où jouer. Il a pas connu les grands clubs, mais il montre que même au plus haut niveau, il est capable. Et en tout cas, cette envie, elle transpire sur le terrain. En tout cas, cette envie de jouer au plus haut niveau. Et un retour défensif C'est fou aussi. quand même à 23 ans hein, d'avoir enfin tout ce parcours-là. On dirait que c'est le CV d'un mec qui a 30 ans, qui a vadrouillé un peu partout. Et non, mais c'est vrai, alors que là, il a 23 ans, il a déjà quand même pas mal d'expérience, même Ouais, si, 5 voilà, championnats différents. Et, c'est un atout. et ouais, il est peut-être aussi parfois trop, on va dire, enfin pas réfléchi, mais mental. Je pense notamment à cette séance de tir au but face à Sunderland où il rate totalement son tir au but alors que c'est typiquement le genre de joueur en coupe, hein, pardon, où c'est typiquement le genre de joueur qui est capable d'envoyer une mine et qui écrase son tir au but. Il doit passer aussi, il doit avoir ce cap de confiance aussi que lui donnent pour l'instant les supporters d'Everton et qu'a priori lui donneront toujours les supporters d'Everton et qu'il est en train d'acquérir au fil des semaines. Hugo, un retour défensif aussi avant de te quitter du côté des Toffees. C'est Jarrod Braithwaite revenu de blessure et qui disputera son 3e match de la saison. Ouais, un retour qui fait beaucoup de bien. On sait que ça fait 2 3 saisons là qu'il impressionne quand même vraiment avec Everton. Et même si ces dernières saisons, il s'était retrouvé plutôt dans un Everton en difficulté. Cette année, Everton marche bien et c'est dommage parce qu'il a manqué tout le début de saison sur blessure. Et là, son retour fera beaucoup de bien à Everton, mais aussi à lui parce qu'il va il peut enfin jouer dans une équipe qui joue, j'ai presque envie de dire, au moins à la hauteur de son talent, même si je pense qu'il peut viser encore plus haut dans les équipes de Première Ligue. Et ouais, un peu dommage, je trouve, de le
voir à gauche, mais c'est aussi dû à différentes blessures et quelques choix tactiques de David Moyes. Je préférais le voir dans l'axe, aux côtés de Tarkowski. Mais en tout cas, oui, on en parlait avant, sa qualité de relance, elle est assez phénoménale. Je pense qu'il y a beaucoup de top managers de Première Ligue qui aimeraient avoir des défenseurs comme ça. Et je pense qu'il va pas. Il a déjà attiré les convoitises, mais je pense qu'il va pas tarder à les attirer encore plus. Et pour Everton, il faut en profiter le plus possible parce que c'est un jeune joueur à fort potentiel qui a déjà un niveau assez exceptionnel, qui peut vraiment faire passer un step à Everton, qui est déjà bien embarqué dans cette première ligue. On le disait 10e, toujours dans la course à l'Europe, hein. Ils en sont pas très loin. Et ouais, Jarrod Branthwaite, ça peut être ce joueur qui fait basculer un match et qui fait que on passe d'une 10e, on l'a dit, c'est très serré dans le milieu de tableau, d'une 10e à une 7e place en fin de saison, quoi. Et tu l'as dit, défenseur très à l'aise avec les relances, très propre. Parce qu'en plus d'être grand et d'être bon de la tête, c'est un très habile avec les pieds. Sachez que sur ses 2 premiers matchs, alors on n'est qu'à 2 matchs disputés, mais il a touché 116 ballons. Il n'en a perdu aucun, Jarrod Branthwaite. Alors ça veut peut-être pas dire grand-chose en 2 matchs, mais sur le côté gauche, d'habitude, Mykolenko en lâche quand même quelques-uns de plus. Donc voir Jarrod Branthwaite ne perdre aucun ballon, c'est quand même assez énorme. Et c'est typique du joueur, très propre dans ses relances et dans sa conservation du ballon. International anglais d'ailleurs. Messieurs, pour la suite de cette 25e journée, donc on l'a dit, journée cruciale aussi pour la lutte pour le maintien. Donc ça commence avec Leeds Nottingham, on l'a dit ce soir. Samedi, il y aura aussi Bournemouth Aston Villa. Arsenal, le leader, recevra Sunderland. On a parlé de Burnley West Ham. Il y aura aussi Chelsea qui se déplacera à Wolverhampton et Newcastle qui recevra Brentford. Et enfin, dimanche, avant le Liverpool City, Brighton Crystal Palace à 15h. Voilà, merci messieurs pour cette preview de cette 25e journée de championnat. Maintenant, on se retrouve pour le débrief à la fin du week-end avec, j'espère, de belles choses à débriefer, que ce soit tout en haut ou en bas du classement, mais je n'en doute pas, parce qu'une nouvelle journée alléchante avant un enchaînement en semaine. Soyez prêts, ça va s'enchaîner très rapidement, mais je sais que vous le serez. Merci Valentin, merci Hugo. Salut messieurs, passez un bon week-end de foot anglais. Merci. Salut. Salut. Ciao.